À savoir le président, la présidente, n'est-ce pas, prendra la parole pour le discours d'ouverture. Pas de nos langues maternelles en milieu diasporique. Comment prévenir le maladie cardiovasculaire. Donc, sans toutefois prendre beaucoup plus de temps, en ma qualité de chargé culturel, responsable n'est-ce pas, de commission technique d'organisation, je vous souhaite encore tous la bienvenue. Donc, ceci dit, on va se lever pour pouvoir chanter notre hymne national du Cameroun. S'il vous plaît. Nous de ta liberté, comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous les enfants du Nord-Sud, tu es notre seul et vrai bon. Le discours que j'ai préparé en concertation aussi avec notre présidente, qui malheureusement est un peu absente pour des raisons que vous connaissez, elle a été endeuillée. Et nous avons une petite pensée aussi de vous accueillir dans cette salle dans le cadre du lancement de la première édition de sa semaine culturelle. Votre présence témoigne l'importance que vous portez à cette manifestation attendue depuis bien longtemps par les amoureux de la culture camerounaise. Comptez le nombre de ses membres sur les doigts tel qu'en définit notre slogan. Gomeno, Gonguni, Gomeno, Gonguni. Chers frères, parmi nos objectifs, de saluer ici et dont l'engagement fera notre succès. Au bureau, une mission, malgré les difficultés. Cette mission est en passe d'être accomplie avec le lancement. Alors, le cadre de réalité. Nous sommes conscients de l'importance de la promotion de l'image de notre village et par ricochet le Cameroun. En d'autres termes, défendre sa culture, c'est aussi défendre toutes les autres cultures. Mesdames et messieurs, la famille Bamana de Belgique entend ainsi annualiser cet événement. Pensez le succès, je souhaitais vous dire à propos de notre association et de son projet. Je demeure convaincu, pour ma part, que ces journées vont, en un point douter, contribuer à asseoir la culture Bamana dans le concert des villages de la diaspora camerounaise ici en Belgique. Je souhaite plein succès à nos 72 heures d'échange, d'intégration culturelle, et aussi c'est pour moi un honneur de déclarer ouverte la première édition de la semaine culturelle de la famille Bamana. Vive la culture camerounaise, vive la famille Bamana. Je vous remercie. Entre vous et moi qui doit présenter le thème sur certains points en détail, et certaines explications revient à nous autres de discuter ensemble. S'adapter aux mœurs de la société d'accueil et leur transmettre exclusivement cette nouvelle culture, ou s'intégrer tout en conservant fortement les traditions de la culture d'origine. Pour certains parents, le choix est réellement difficile, notamment lorsque l'enfant est scolarisé, parce que l'école, ici en Europe, reste aussi le mobile qui permet qu'on puisse... Par ailleurs, et les enfants s'adaptent plus à cela qu'à nous autres. Un changement évident de comportement chez l'enfant suite à ce voyage qu'on appelle retour aux sources. Mais à quel prix? En agissant ainsi, ces parents poussent leurs enfants à craindre leur pays d'origine et tout ce qui s'en approche de près ou de loin, car ce pays est alors perçu comme une prison, sorte d'enfer. Un endroit où l'on envoie des adolescents rebelles et indisciplinés. Dieu pour les transmettre à nos enfants. Mendier, voilà. Est-ce que dans nos familles, le matin, quand les enfants se lèvent, est-ce que vous dites Mendier? Non. On dit bonjour. Et comment voulez-vous transmettre alors la langue, la culture? Si dès le bas âge, comme j'ai parlé de l'adolescence tout à l'heure, si dès le bas âge on commençait à dire Mendier, comment tu as bien dormi, je ne sais pas,
on apprend des enfants des choses comme ça. C'est des choses qui doivent rester inculpées dans leur tête. Mais du moment où, je ne suis pas en train de critiquer les gens, du moment où certains parmi nous ne connaissent même pas dit Amendière, comment voudrez-vous qu'on apprenne que l'enfant puisse rester dans la culture de Bamena? C'est là la problématique donc, de cette conférence, de cette analyse que j'ai dit. C'est un jeu de réflexion entre vous et les réflexions que j'ai pu mener pour pouvoir vous présenter aujourd'hui. S'il vous plaît, est-ce que vous posez une question? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que ça veut dire? Pardon? Non, le sac de tel est retourné. Les notables disent que le sac de tel est retourné à la chefferie. Pourquoi ça retourne? Il y a plusieurs explications possibles à cela. Le successeur, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la culture. Voilà, et ne veut pas se mêler des activités ou paranormales des villageois. Le défunt n'a initié personne pour le porter. Il y a beaucoup de possibilités. Lorsqu'on dit le sac est rentré à la chefferie. Donc c'est pour témoigner, pour corroborer et dire que lorsque nous parents, nous avons donc, ne faisons pas comme nos ancêtres, ne faisons pas comme nos parents, avoir eu l'occasion de les transmettre. Ce sont des valeurs que j'ai pensé qu'on pouvait trouver. C'est-à-dire c'est mixé. Et au sein de la famille, on est embarrassé. On ne sait pas. Moi, par exemple, parfois, c'est les disputes avec maman. Tu dois lui parler le Bapointou. Tu ne peux pas parler Bamena. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il faut parler les deux? Je ne sais pas comment faire. C'est la problématique. Vous trouvez juste la vraie base. Lorsque vous mettez l'enfant en confiance, l'enfant suit ce que vous dites. Il faut parler les deux. Non, de mettre l'enfant en confiance en lui disant voilà, il y a deux langues que tu dois comprendre dans cette maison. L'amener à comprendre que soit tu parles ceci, soit tu parles ceci. Voilà, soit l'un ou l'autre. Pour répondre un peu à la question, parce que si le mari te demande de parler sa langue à l'enfant et que déjà à la base, madame ne connaît pas bien la langue, c'est raté d'avance. Et vu la société, le pays qui nous accueille, ils ont leur langue et le plus souvent on insiste que l'un des parents parle une langue à l'enfant et pas deux langues. Si à la maison c'est Bamena, que le papa parle Bamena, maman parle français ou une autre langue, mais que chaque personne a un rôle de langue, que ça ne soit pas... Dans les dialectes, c'est ça le comble avec l'Afrique, c'est que nous avons, dans nos pays, nous avons plusieurs dialectes qui font en sorte que, à un certain moment, même l'intégration pour cette communication que M. Maurice a fait allusion aux Congolais, c'est que les Congolais ne communiquent pas avec les dialectes, mais ils communiquent plus avec les 4 langues nationales. Puisque les 4 langues nationales permettent à ce qu'au moins, ce sont les langues qui font en sorte que le pays est vraiment au moins subdivisé en 4 parties. On sait que tout Congolais qui est à la région nord-est jusqu'au sud-est, on sait que là, swahiliphone et tout ça, et tout le monde comprend. Avec l'ancien président Mobutu, c'était les Lingala, c'était la langue de l'armée. Tout le monde était obligé de l'apprendre et tout le monde a appris. Et c'est déjà, mais c'est même des adultes qui ne parlent pas, qui ont grandi peut-être au pays, qui sont partis très tôt et qui ne parlent pas. Alors qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos enfants? Quand nous arrivions ici dans les années 90, on venait pour repartir. Donc on rentrait fonder nos foyers au pays. Maintenant, il y a beaucoup ici qui ont des enfants de 15, 16, 17 ans. Quand vous rentrez au pays et que votre enfant ne comprend rien de la langue au pays, il est perdu. Lorsque vous avez commencé ici, il ne faut pas que ça s'arrête ici. Il faut que dans toutes vos séances de réunion, à côté de l'argent qui est primordial dans nos réunions, que vous ayez une trentaine de minutes pour discuter de langue. C'est un sujet très intéressant. Et le débat, vous mettez les histoires à dormir debout. Il est prouvé, les études montrent que quand les enfants sont en langue, sans confusion, et c'est pour ça que quand vous voyez que nous ne parlons pas à la maison, voilà, l'homme et la femme ont des droits que d'aucuns qui ne sont pas les mêmes droits qu'en Afrique. Donc il n'est pas que maintenant son mari doit suivre son mari. Non, les deux partenaires, à partir du moment où vous êtes ensemble, ça veut dire
nos enfants grandissent, arrivent à un âge où on leur impose l'anglais. Ils ne connaissent pas, se plonger dans l'anglais. Au Cameroun, la linguistique est un secteur très important. Vous pouvez faire venir un professeur de langue qui vous donne même les cours de langue dans votre association néerlandaise. Le problème, c'est vous voulez le faire, je vous en supplie, faites-le professionnellement. Donc professionnellement, ça veut dire que vous êtes capable de dire à un professeur, vous organisez comme vous avez fait venir le chef supérieur, ou etc. À une période basse, 400, 500, 600 euros, il a son billet d'avion, il vient, il fait un séminaire de 2 semaines. Ce que vous lui donnez en repartant, je vous assure que vous ne le regretterez pas ni pour vous. Et chacun de vous qui a une activité, apporte sa contribution. Ça peut être 25, ça peut être 30 euros. C'est juste pas correct. C'est que la culturation africaine commence à partir du christianisme. Tous nos parents, tous les jeunes, quand on dit il y a le crâne, ils disent non, à l'église, on a dit que le crâne là, c'est la sorcellerie. Voilà déjà les petits points sur lesquels on s'éloigne de la culture. Pour tuer un peuple, c'est pas. Il ne faut pas beaucoup. Dès qu'on vous prend tout ce que vous aviez comme culture, vous êtes perdu. La Chine aujourd'hui, c'est qu'elle est, parce qu'elle est restée forte dans sa culture. Mais, et le problème, on s'aperçoit que même chez nous, particulièrement à l'ouest, dans tout le Cameroun, si on fait le constat, le goût de la culture, un enfant qui est en Europe, que vous lui parlez la langue, s'il ne part pas dans son pays pendant les vacances, connaît que d'où viennent ses parents, quel qu'en soit ce que vous allez lui dire, parce que dès qu'il sort, il va rencontrer le Marocain, le Belge, l'Iranien, le Cécile, toute cette culture à l'école, avec tout ce qu'on leur donne. Mais dès lors qu'il arrive au pays, il mange quand il devient ce qu'il... J'ai dit, c'est parce qu'il n'y a pas la transmission. Les parents avaient toute une bibliothèque sans avoir transmis cette bibliothèque aux successeurs ou bien. Et par derrière des guerres de succession, on trompe, on change de successeur, on met si, ça apporte trop de problèmes. Et là, nous avons une interprétation autre. Et ils ont des enfants, ce sont des enfants Bamena et Bamedjou. Remettre l'huile pour que vous priez pour lui, que vous ouvrez son chemin. Pas que je demande que vous ouvrez son chemin, non. Priez pour lui auprès de Dieu, pour que le chemin s'ouvre à lui. Parfois on dit non, le christianisme, je ne suis pas, personne n'est contre le christianisme, même ceux-là font la tradition. Moi je connais des prêtres au Cameroun qui... Je suis Eric, médecin congolais, et je suis volontaire à l'Union africaine, donc je travaille pour la lutte contre la maladie à virus hémorragique d'Ebola. Et là, je suis volontaire à l'Union africaine. Et ici, je suis dans le cadre de mon master, que j'ai fini d'ici 2 ou 3 mois en santé publique. Et donc, nous allons pouvoir nous entretenir à ce sujet qui fait l'actualité de la santé actuellement, et les maladies cardiovasculaires. Alors, c'est quoi ça, les maladies cardiovasculaires? Les maladies cardiovasculaires, c'est un ensemble. C'est pas une maladie, mais c'est un ensemble de maladies qui attaquent le vaisseau sanguin du cœur et aussi les systèmes vasculaires de l'homme. Dans cet ensemble, nous pouvons citer l'hypertension artérielle, le diabète, l'hypercholestérolémie, nous avons l'hypertension artérielle, les cardiopathies rhumatismales. Au moins 4 facteurs, des facteurs de risque. Donc nous avons pour les corps, puisque là vous allez pouvoir développer une hypertension artérielle qui à la suite va être la cause d'une des maladies cardiaques, qui va affecter complètement votre système cardiovasculaire. Des risques comportementaux vont se traduire par l'apparition de certaines maladies qui vont à la suite qui vont créer une maladie cardiovasculaire. Donc notamment l'hypertension artérielle, avec le fait qu'on soit inactif, on va développer l'obésité. Et lorsqu'on va développer l'obésité, on aura trop de graisse
Ces graisses vont se déposer sur les vaisseaux, sur nos vaisseaux, sur les vaisseaux, partout dans les corps, au niveau, principalement au niveau du cœur. Et qu'est-ce qui va se passer? Au niveau du cœur, il y aura une diminution de la lumière des vaisseaux, avec comme conséquence, comme le cœur est une pompe, lorsque la pompe va pomper, la lumière est rétrécie, la vitesse sanguine qu'il y avait avant ne plus donc. La pression qui faisait passer les sangs avant était supérieure, et pendant ce temps-là, il y aura une diminution de la pression, et par conséquence, ce qui va se passer, c'est qu'à un certain moment, le vaisseau qui a diminué, avec cette pression, il peut péter, et quand il va péter, il y aura soit un AVC, soit si c'est un AVC qui peut être soit hémorragique, soit alors il peut être un AVC ischémique. Donc là, vous avez encore certaines régions au niveau du cerveau qui ne peuvent pas être affectées pendant que vous êtes dans un état d'AVC ischémique. Ou qui font l'usage abusif d'alcool, à ce moment-là aussi, ils sont aussi concernés puisqu'ils vont présenter ces maladies qui font partie des manifestations de nos comportements qui conduisent aux maladies cardiovasculaires. Alors, mais jadis, on considérait les maladies cardiovasculaires, les maladies non transmissibles, comme des maladies riches. On se disait, quand on trouvait un monsieur qui était hypertendiste, il va falloir qu'on voie si cette hyperglycémie est pathologique, c'est vraiment un diabète, ou cette hyperglycémie est transitoire ou réactionnaire. Et généralement, dans les abats, il y a les viandes qu'on abat là, on arrive à prendre les grandes thyroïdes qu'on puisse aussi disséquer sans... Alors, l'obésité se définit comme étant un poids élevé selon l'indice de Kettler, qui est un Belge qui a mis en place l'indice de Kettler pour calculer inférieur à 25 ou inférieur ou égal à 25. Donc vous dépassez 30 kg par mètre carré, à ce moment-là, vous êtes en obésité. Quels sont les facteurs de prédisposition à toutes ces histoires, obésité, diabète et tout ça? C'est comme je disais, c'est vraiment, le tout repose sur un pilier qui est l'hygiène alimentaire, l'inactivité physique, les ménages à la maison, les marches à pied, le vélo, le jogging et tout ça. Alors, pour quelqu'un qui est malade, un adulte, ou alors si à la limite il est vraiment du Cameroun, en 2012, 11% des décès étaient liés aux maladies cardiovasculaires. Et ces 11% ne sont rien d'autre que les décès déclarés ou à l'hôpital. Mais combien de gens sont décédés dans la communauté qu'on n'a pas pu déclarer, qui sont décédés des maladies non transmissibles de maladies cardiovasculaires. D'autant plus qu'actuellement, quand nous allons, le mode de vie au niveau de nos pays est actuellement motorisé, urbanisé. C'est-à-dire, à l'époque, nos mères, nos grands-pères, nos papas allaient en forêt faire les champs, ils faisaient des pieds, ils envoyaient les gens, c'est comme M. Maurice a dit, les grands-pères t'envoient pour aller laisser un message à plus de 20 km, tu fais les pieds. Mais aujourd'hui, il y a partout des motards. Alors, quand vous avez l'habitude d'avoir ce genre de signes, il faut aller à l'hôpital pour rencontrer un médecin. Alors, la mise au point du diagnostic, nous n'allons pas vraiment nous atteler là-dessus puisque ce n'est pas habit médical. Mais du moins, ce qu'il faut retenir, c'est que la mise au point du diagnostic se fait à deux niveaux. Il y a au niveau clinique, donc le médecin, en vous examinant, il peut déjà avoir une idée pour dire ça. Ça pourrait faire une maladie cardiovasculaire. C'est comme je disais tantôt, généralement, quand je dois prendre la tension, c'est vraiment en dehors de l'hôpital. Si c'est à l'hôpital, je suis foutu et je dois faire un pic.
c'est l'hôpital. Donc, voir quelqu'un en train de me prélever attention, je me fais poser beaucoup de questions, mais écoutez, je peux faire un plus. Donc, on peut me déclarer aujourd'hui hypertendu et ça va compromettre beaucoup de choses pour moi et tout ça. Alors, mais de l'autre côté, il y a l'imagerie médicale. Donc, il y a des examens qu'on va te demander de faire, notamment un ECG qui peut être fait, qui est faisable dans un service de consultation en médecine ambulatoire. On va voir comment les rythmes électriques de votre cœur se présentent. Puisqu'à ce moment-là, si votre cœur gonfle déjà, comme les gens ont toujours dit, alors, il a un cœur un peu gonflé. Donc quand vous faites une hypertrophie, soit quand vous êtes en train de faire l'hypertrophie de votre ventricule, soit du ventricule, soit de l'ensemble vraiment de tous vos ventricules, déjà au niveau de juste une radio, ça c'est généralement pour nos milliers en Afrique, où l'ECG, il faut que vous envoyez les malades, va quitter Bamena, jusqu'à loin là-bas. C'est comme nous avons dit, la prévention se fait au niveau individuel et au niveau de la population. Puisque nous avons vu que ces maladies ont comme facteur de risque, premièrement, nous devons éviter de consommer trop salé, diminuer la qualité de vie de la personne, et puis il crée ce que nous appelons une mort prématurée, donc une mort avant les 65 ans. Et comme elles sont vraiment la cause de la diminution de la qualité de vie et des décès prématurés, il va falloir qu'au niveau individuel, que chacun travaille sur les mesures comportementales, notamment il faut arrêter de fumer, diminuer la consommation abusive du tabac, diminuer la consommation des sels, au maximum 5 grammes de sel par jour pour un adulte. Et 5 grammes de sel, c'est juste une cuillère à café. Mais je pense que nous connaissons qu'est-ce que nous utilisons comme sel dans nos repas. Nous avons l'habitude de consommer trop salé et comme ça on pourra être en bonne santé. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Voilà. Merci docteur. On va passer la parole pour voir s'il y a des questions dans la parole au public. Et je rappelle que nous avions encore plus ou moins 20-25 minutes parce qu'on va faire une petite collation par après. Et voilà. Quels sont les premiers gestes? Parce qu'on lit beaucoup sur Facebook, ah, il faut faire ci, il faut piquer là, mais on ne sait vraiment pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Moi, je voulais savoir, face à un malade, à quelqu'un qui fait une crise d'AVC, nous qui... Différencier les types de crises qu'il fait. Puisqu'il y a deux types de crises lorsque quelqu'un fait un AVC. Il y a un AVC hémorragique, donc là, il y a juste un vaisseau qui pète et par le sang, il va perdre certaines régions de sa sensibilité ou surtout les centres de langage. Lorsque quelqu'un ne parle, il ne sait plus parler. Il faut vous dire qu'en tout cas à 90%, on est sûr que cette personne peut faire un AVC hémorragique. Là, la première conduite à tenir, il faut vite chercher à l'amener à l'hôpital, tout en évitant de le secouer trop. Plus vous le secouez, plus vous aggravez sa lésion et vous allez l'évacuer à l'hôpital, mais finalement il va mourir soit à l'arrivée ou soit en cours de route. Si c'est ici, dans nos milieux d'accueil, ici, la première des choses, c'est appeler les 112. Vous appelez les 112, on arrive. Pendant ce temps-là, vous laissez la personne, il est là. Mais si c'est quelqu'un qui fait un AVC ischémique, donc c'est-à-dire qu'il y a un petit caillou qui bouge quelque part et qu'il y a la zone du cerveau concernée n'est pas suffisamment vascularisée, donc les sangs n'arrivent pas correctement bien. Cette personne pourrait se tenir debout, mais en marchant, il n'aura pas ses deux pieds sur terre. Il va vraiment tituber, soit alors il peut avoir une lésion au niveau du cerveau qui fera en sorte qu'il perde la sensibilité d'un membre supérieur généralement, une déformation de sa face, mais il sera en mesure de vous parler.
Mais de l'autre côté, il y a aussi ces crises d'AVC hémorragique où au début, si l'hémorragie est minime, la personne peut aussi parler. Mais vous allez constater que du coup, la personne va vite sombrer vers un coma. Mais dans l'ischémie, la personne reste, il est lucide. Tantôt, il faut aller perfuser, il faut faire les chirurgiens. Alors là, on va décider de faire une chirurgie, on va l'opérer pour évacuer les caillots et lever les cerveaux de son inondation. Et on fait l'AVC déjà, merci. Qui ne va pas fonctionner ou c'est vraiment la moitié de son corps qui ne va pas fonctionner. En tout cas, c'est dans des rares cas de trouver quelqu'un avec une tétraplégie liée à une inondation cérébrale. C'est vraiment très très rare, ce sont des cas très rares. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est que la personne va continuer avec son traitement médical, puisqu'il sera, ça dépend de la maladie sous-jacente. Donc, soit que si c'est l'hypertension, il va continuer avec ses antihypertenseurs. Si c'est un diabétique, il aura ses antidiabétiques, il va continuer. Mais à côté de ça, il y a la kiné. De la légion, si on n'a pas opéré, on a perfusé, on a remis les antihypertenseurs ou les antidiabétiques. S'il a fait... Deuxièmement, la personne qui marche en titubant. Ça, c'est le deuxième signal qui est important et dont le médecin a parlé. Mais ce qu'il faut vous dire très clairement, parce que quand on parle d'hémorragie cérébrale, etc., en fait, c'est ce que nous on appelle couramment la rupture d'anévrisme. C'est-à-dire que tu as un nerf qui, un peu comme dans le nez d'un enfant, vous voyez à un moment, il y a un nerf qui pète, et puis il y a le sang qui coule énormément. Certains se trompent en disant il faut baisser la tête, mais en fait, tu peux créer d'autres problèmes. Il faut mettre de l'eau plutôt froide qui fait que le sang congèle rapidement, et puis ça fait une croûte, et puis ça ne coule plus. Mais ce qu'il prenons le porc, la peau du porc, etc., vous faites bouillir, et à la fin, l'eau qui reste, essayez de verser dans votre évier. Vous allez voir que dans les secondes qui vont suivre, tout de suite ça durcit, et votre évier est bouché, et il faut chercher les produits pour le nettoyer. Donc nos artères et nos veines sont de la même manière. On ne remet pas en question notre nourriture que nous mangeons en Afrique, parce que j'entends. Ce qu'il faut, c'est simplement, c'est ce côté où, effectivement, le soir, il fait 19 d'hypertension. Mais il faut savoir que nous, les Noirs, nous sommes prédisposés à faire l'hypertension. Donc nous ne sommes pas comme les Européens, donc nous sommes prédisposés à faire l'hypertension. C'est pour ça que nous nous résistons. Quand il dit 14, 9 là, je peux faire 15, je peux même faire 16, 10 et puis je roule en moto sans problème. Parce que nous on est solide et puis on est prédisposé à ça. Alors que le blanc, un blanc qui fait 14, 9, qui dépasse un tout petit peu, il s'écroule tout de suite. Hein. Moi j'ai un gars qui a fait 19, qui faisait 19 de tension, il allait voir son médecin. Et puis le médecin lui dit va tout de suite à l'hôpital parce qu'il comprend pas comment il est arrivé en plus en moto. Bon, malheureusement, lui, les tensions commencent à s'installer. Mais ça se corrige. Et je vais vous dire, si vous voulez vivre dans ce pays, que demain vous voulez acheter une maison, je vous assure que vous arrivez, votre tension dépasse 14, 9. Si votre femme payait 100 € parce qu'elle ne fait pas l'hypertension, vous allez payer. Effectivement, dans son rapport, que hypertension. Et donc, du coup, tes histoires commencent à se compliquer. Le crédit qu'on t'avait donné commence à se compliquer. Et puis, on découvre tout le monde. Il y a peut-être des gens ici qui n'ont jamais pris leur tension. Hein. Il y a des gens ici qui n'ont jamais pris leur tension et qui sont hypertendus. Quand vous voyez un joueur qui tombe, c'est aussi le même problème. Vous avez un enfant qui est très sportif. Il vous dit, j'ai mal quand je cours, j'ai mal par-ci quand je cours. Mais toi, le parent, non, tu les laisses comme ça, tu dis, fais le sport. Mais après, quand ils tombent, on se rend compte que, en fait, tu aurais pu aller. Chaque année, vous pouvez aller. Les enfants jusqu'à 12 ans, il y a pas mal de choses qui sont gratuites. Tu l'amènes à l'hôpital, tu l'amènes à l'ONA. C'est quelque chose que votre association peut aussi faire au Cameroun, à Bamina, que tous les enfants aient des médecins qui viennent les consulter gratuitement, comme vous faites ici à l'ONA. Donc, tout ça sont des systèmes, ce sont des principes. Les médecins, on a une mutuelle qu'on paye, mais on ne profite pas suffisamment. Donc, vous devez aller à l'hôpital, profiter, chaque année, faire votre check-up. Et nous qui avons plus de 40, 50 ans, avec toutes les autres maladies qui se compliquent quand il le dit, on a le droit. Vous avez vu, les plaintes arrivent cette année. Pourtant, il y a eu une campagne, hein. Mais comme tu dis, il parle de l'alcool, mais l'alcool, c'est un drame dans notre milieu. Je comprends, vous faites la soirée pour gagner de l'argent. Ok, mais quand tu vas inviter pas mal d'Européens, tu ne vas pas le boire, dire. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que votre corps, c'est bouché, c'est bouché. Voilà, donc c'était pour être un peu pratico-pratique. Voilà, merci. Voilà, je dis toujours que vous avez 3 ou 4 personnes et que vous allez venir avec d'autres, ils attendent dehors.
Ne jamais dire que vous êtes seul. Vous allez tomber sur le coup de ce que Nicolas vient de dire. Beaucoup d'étudiants, beaucoup de personnes ici à compatibilité. Aller au parc, bouger, mais la communauté africaine, c'est souvent difficile. Mais pourquoi l'enfant bouge déjà à l'école? Donc c'est vraiment des gestes que, en tant que parents, qu'on devrait vraiment disposer du temps pour des enfants. Et la famille même en général, même après le repas, après voilà, de bouger, de sortir, et que ça soit vraiment même des moments très importants. Qu'ils vous donnent, parfois vous venez et ce sont même ces médicaments-là qui vous font avoir la vessie. Parce que ce sont des choses comme le médicament-là qui lui a fait avoir comment on appelle non, pas ce qui bloque les reins. Une insuffisance rénale. Mais c'était un problème, c'était le médicament, c'était le médicament. Ce n'était pas mêlé à la personne même ou à son mode de vie. Donc j'aimerais aussi que le policier essaie de nous dire quelle est la stratégie, la bonne stratégie pour pouvoir prendre les médicaments de manière efficace et omnisciente. Merci. Sont des poisons, donc ça a un effet indésirable sur l'organisme. Donc, à un certain moment, vous pouvez pouvoir, c'est tout à fait normal que vous preniez un médicament et puis, si vous peut entraîner une insuffisance rénale. Ça, c'est tout à fait connu. Mais il est maintenant question qu'on sache quel était son problème, quel type de médicament qu'on a prescrit, à quelle dose, des Viagra, machin et tout ça, puisqu'on veut être performant. Alors que on n'est jamais allé contrôler sa tension artérielle. On ne connaît pas son état. Tu ne sais pas tu as quel type de tension. Ces médicaments-là, quand on les prend, les stimulants sexuels, quand on les prend, ils ont un effet secondaire qui est cardio et un effet vasoconstricteur. Il va augmenter la pression artérielle au niveau des vaisseaux. Par conséquent, c'est comme on vient de dire, et je disais tantôt, c'est votre vaisseau là, il est petit, mais la pression qui vient et augmente. Conséquence qui va se passer. Maintenant, il faut vraiment, je suis tout à fait, ça c'est vraiment une préoccupation, et pas une préoccupation, mais c'est un problème de fond dans la jeunesse. Surtout en Europe, dans les temps, il attend trop longtemps, mais entre-temps, ça peut exploser. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que dans les médicaments, effectivement, dans les médicaments, c'est pas parce qu'un médecin t'a prescrit un médicament qu'il faut aller absolument voir, sauf si tu connais déjà le médicament. Si un médicament, tu ne connais pas, lis quand même la notice. Parce qu'en fait, souvent, on a des effets secondaires pour lesquels on ne s'attendait pas. Et le fait qu'on ne s'attendait pas fait que ça te secoue beaucoup plus que si tu avais déjà lu et que tu savais que tu pouvais avoir des vertiges ou des céphalées, etc. Donc ça, c'est important à lire. Deuxième chose, quand tu prends un médicament qui est tout nouveau pour toi, moi, je recommande toujours, j'appelle un ami qui est médecin, on connaît tous les amis qui sont médecins ou infirmiers ici, le médecin ne s'est pas trompé, je lui demande, mais au fait, ce médicament sert à quoi? Parce que moi, je suis allé voir le médecin, il m'a prescrit. Et quand il te dit ça, ça t'éclaire encore différemment par rapport à ça. Donc tout ça sont les astuces que tu as. Aujourd'hui, on a le fameux médicament, le Lariam. Tout le monde a pris le Lariam. Il faut savoir que la médecine que nous avons ici est différente de celle que nous avons au pays, dans tous les cas. Parce qu'ici, pour pouvoir te prescrire un médicament, on passe par des examens approfondis. Et c'est ça qui nous embête dans notre tête. On va toujours à l'hôpital, on dit, on me fait des examens depuis que je suis malade, je ne prends aucun comprimé. Il faut que je prenne ça. Et par coutume, l'ami te dit, non, j'avais bu ça l'autre jour, j'ai bu ça. Pendant ce temps, les examens suivent leur cours à l'hôpital ici. On ne peut te prescrire. On est malade, on doit prendre des médicaments. Je crois qu'il faut déceler où se trouve le problème. Bon, pour conclure, je n'ai pas conclu. Je dis les deux thèmes sont liés peut-être. Ce que je recommande, comme j'ai toujours fait partout, j'ai fait des conférences, je voudrais que ça ne reste pas quelque chose qu'on a dit et qu'on ne peut pas profiter, pratiquer. Donc, moi, ce que je conseille aux associations, par exemple, chez moi à Bamendjou, nous avons des jours où nous parlons que de la culture. Nous parlons des histoires vécues. Quelqu'un vient raconter l'histoire de son grand-père, tu racontes l'histoire de la construction, et c'est ça qui permet qu'on puisse vraiment comprendre les langues, les coutumes, et pour pouvoir aussi les transmettre. Observez aussi, prenez aussi du temps pour faire des séances de réunion avec les enfants, où vous avez des thèmes appropriés, ou des jeux à rappeler. Quand nous allons par exemple au village, dans notre pays, au village,
Voilà, merci à tout le monde. Nous remercions également, n'est-ce pas, toutes les personnes qui impactent le travail pour que cette semaine culturelle, n'est-ce pas, se passe dans de bonnes conditions. Et ceci dit, nous avions enfin entamé la première journée de notre semaine culturelle. Et la suite, ce sera pour demain, où nous aurions une grosse journée culturelle à la présence de notre chef supérieur. Et voilà, donc le thème d'aujourd'hui est justement associé à ce que nous allons faire demain. Et j'invite vivement Maurice, n'est-ce pas? Franchement, je t'invite vraiment demain que tu sois là. Je pense que tu seras vraiment honoré de ce que tu nous as appris ce soir. Donc, chers frères et sœurs, demain c'est vendredi, c'est une journée de travail. On va clôturer la séance. Si la présidente va dire un mot, je vais laisser le micro pour qu'elle puisse clôturer la journée. Encore merci à tous. Bon maintenant, très chers frères et sœurs, très chers conférenciers, merci beaucoup d'être là ce soir. Je m'excuse pour mon retard, ça a été vraiment très indépendant de ma volonté. Je n'ai plus rien à vous dire parce que monsieur le vice-président vous a tout dit, nous soutenir pour que nous accueillions ensemble notre chef supérieur. Je vous souhaite vraiment une très bonne soirée et merci beaucoup. Ces ont été très enrichissants. Donc,